Salut à tous! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'anime beaucoup. Il s'agit des marques digitales, alias les DNVB pour Digital Native Vertical Brand. Ça veut dire marque digitale verticalement intégrée. Parce que de plus en plus, on ne fait que parler de ces marques. Et on les présente parfois un petit peu trop, selon moi, comme les sauveurs. On aurait d'un côté des marques digitales très proches de leurs clients, à faible marge, qui vont sauver le monde avec leurs valeurs éthiques et morales. Et puis de l'autre côté, carrément de l'autre côté d'un fossé lointain, on aurait les acteurs de l'ancien monde, des vieilles entreprises encroûtées et engluées dans des mauvaises pratiques et dans des productions, dans des pays où on traite mal les gens. Pourtant, la réalité, elle est beaucoup plus nuancée. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et je vais aussi vous expliquer pourquoi, nous, chez Bonne Gueule, on n'est pas forcément super à l'aise avec l'idée d'être qualifié uniquement comme une DNVB ou une marque digitale. Et la mode, Dieu sait qu'elle a besoin d'être sauvée. C'est quand même une industrie qui est vraiment, allez, il faut le dire, un petit peu pourrie. C'est quand même la deuxième industrie la plus polluante au monde. Il y a aujourd'hui, dans les pays modernes, un manque total de transparence sur les prix. Ça ne veut plus rien dire. Il y a toutes les pratiques qui coexistent. Il y a un consommateur qui est perdu et qui est en situation de défiance par rapport aux acteurs économiques, donc que ce soit les marques ou les distributeurs. On est sur une industrie qui est quand même assez intensive dans son usage des polluants, des surfaces agricoles et donc de la déforestation, qui n'est pas toujours très soucieuse du bien-être animal, ou pire encore, du bien-être des gens, des humains. Le Rana Plaza, donc cet immeuble qui s'était effondré au Bangladesh il y a une dizaine d'années, c'est quand même pas si lointain que ça, et Dieu sait s'il n'y en a pas un autre aujourd'hui susceptible de se reproduire, ou si c'est pas un immeuble, ça peut être peut-être une catastrophe sanitaire, parce qu'il y a aussi beaucoup de produits toxiques dans les vêtements, toxiques pour les hommes, mais aussi toxiques pour l'environnement, sans parler même des microfibres. Donc les microfibres sont toutes les petites fibres qui sortent de vos vêtements en polyester et qui viennent s'amasser au gré des courants marins et qui forment ce qu'on appelle souvent le septième continent. Donc voilà, je pourrais encore continuer longtemps comme ça, mais effectivement, la mode a besoin d'être sauvée. Mais pour moi, les DNVB, les marques digitales, ne sont pas forcément la solution qu'on attend. Mais d'abord, un petit point de définition. Qu'est-ce que c'est une marque digitale? Qu'est-ce que c'est une DNVB? Les marques digitales, ce sont des nouveaux acteurs qui sont digitaux, donc qui sont nés sur le web, mais qui ne sont pas forcément uniquement sur le web. Beaucoup de marques digitales aujourd'hui ont aussi des boutiques. Donc c'est le premier truc qui définit une marque digitale, c'est où est-ce qu'elle est née, quelles sont ses pratiques, sa culture. Deuxième chose, ce sont des marques qui souvent sont verticalement intégrées. Ça veut dire qu'elles vont assurer elles-mêmes la production de leurs produits et aussi leur distribution. Donc elles vont posséder leur propre site e-commerce ou leur propre boutique. Ensuite, ce sont aussi des entreprises qui sont très tournées vers le consommateur. Leur objectif, c'est d'utiliser un petit peu tous ces nouveaux modèles type Amazon où le client est roi, où l'achat est réalisé avec le moins de friction possible, la manière la plus agréable possible. Certaines parlent même de créer des expériences d'achat. Et ensuite, souvent, elles se targuent aussi d'une certaine transparence ou d'une certaine éthique. Souvent, ce sont même des entreprises à mission, c'est-à-dire que elles vont s'emparer d'une cause, par exemple la défense des tigres au Bangladesh et en Inde. Mais c'est un exemple parmi d'autres. Et si ces marques digitales existent depuis maintenant une dizaine d'années, ça fait seulement 3 ans qu'on commence vraiment à en parler. D'ailleurs, le mot DNVB, il est seulement apparu il y a 3-4 ans. C'est un mec qui s'appelle Andy Dunn, qui a fondé une marque américaine de vêtements qui s'appelle Bonobo, qu'il a inventé, qu'il a popularisé suite à un article Medium qu'il a écrit à l'époque. Et aujourd'hui, ces DNVB, il y en a de plus en plus. Il y en a 20, 30, 40 dans chaque pays et dans chaque secteur. À tel point que la presse s'en empare, les fonds d'investissement s'en emparent, le consommateur s'en empare, et maintenant, chaque marque qui se lance, elle copie la DNVB juste avant elle, ou alors les pionniers du secteur. C'est pas forcément un problème en soi. L'important, c'est qu'il y ait des bonnes pratiques qui soient respectées, et simplement, c'est pas parce que c'est une DNVB que derrière, on aura un respect de la personne, un respect de l'environnement, un vrai produit de qualité, etc. Et c'est là-dessus que je veux venir aujourd'hui. Je veux vraiment faire la différence entre d'un côté les pratiques d'une entreprise en tant que telle, en tant qu'entreprise unique, qui a son produit, ses clients, sa manière de faire, et les DNVB dans leur ensemble, où on trouve tout et n'importe quoi, tout comme on peut trouver tout et n'importe quoi dans les entreprises classiques, à la fois des bonnes et des mauvaises choses. Et moi, cette espèce de situation de buzz, parce que c'est vraiment un buzzword d'aujourd'hui, des NVB, ça me fait beaucoup penser à ce que j'ai vu il y a 15 ans, avec l'essor des blogs. À l'époque, blog, c'était aussi un peu un buzzword, c'était une sorte de formule magique, et quand on prononçait blog pour qualifier ce qu'on faisait, tout de suite on était cool, on était innovant, on était moderne. Et à l'époque, il y a 15 ans, on opposait aussi l'ancien monde, à savoir les vieux médias, des blogs qui étaient censés incarner une espèce de relève extraordinaire qui allait remettre de la citoyenneté dans les débats politiques,
qu'allait remettre de l'expertise dans les blogs qui parlaient d'un secteur de niche, comme par exemple la mode, la photo, etc. Et finalement, il y avait cette opposition parce que les médias de l'époque, ils n'avaient pas encore fait leur mue digital. Ils n'avaient pas encore compris qu'est-ce que le digital allait changer pour eux, qu'est-ce qui allait changer dans leur relation avec leurs lecteurs, à savoir des flux de commentaires où chacun pouvait intervenir, on pouvait créer des débats. À l'époque, c'était encore très balbutiant. Par exemple, les rares médias où il y avait des flux de commentaires, les journalistes qui avaient écrit l'article n'y répondaient pas. Et puis souvent, tout le débat il était pollué par des gens qui faisaient soit du militantisme exacerbé, soit carrément du troll. Et à côté de ça, on avait des blogueurs qui étaient souvent des gens de l'industrie même du média, mais qui s'étaient désolidarisés parce qu'ils étaient un petit peu en avance, ils étaient un petit peu innovants sur les pratiques, et ils se sont mis comme ça à développer les premiers blogs. Mais déjà à l'époque, ce qu'on pointait comme une sorte de sauvetage de la presse en la personne des blogs, c'est pas quelque chose qui s'est produit, parce qu'assez rapidement, les anciens acteurs sont mis à développer des bonnes pratiques digitales, sont mis à se réinventer. Certains médias, par exemple, sont mis à développer des lieux de rencontre physiques, des cafés. D'autres se sont mis à développer des produits, des hors-séries. Certains se sont mis à carrément s'emparer aussi de causes sociales. Et les blogs en tant que tels, assez rapidement, une grande majorité s'est mise à simplement reprendre ce qui étaient les mauvaises pratiques de leurs prédécesseurs, les grands médias, à savoir une relation très incestueuse avec les marques. Donc, c'est-à-dire que comme les marques dépensent de l'argent pour que le média ou le blog, qui est aussi un média, parle d'elles, et souvent l'indépendance qu'on attendait, elle n'était pas là. Ou alors on avait parfois même pire, c'était un manque d'indépendance au niveau politique. Parce que des grands médias comme des blogueurs pouvaient être affiliés à des partis. Et encore aujourd'hui, il y a beaucoup de blogueurs et beaucoup aussi de grands médias dont les actionnaires sont tout simplement des hommes politiques eux-mêmes ou des gens qui s'engagent en politique. Et donc forcément, il y a un effet de juger parti qui se produit. Et bien sûr, mon propos, c'est pas de dire qu'au final, les blogs ont été des méchants et les grands médias ont été des gentils. Simplement, le monde, il n'est pas blanc ou noir, il est gris, il est toujours quelque part au milieu. Et tout comme il y a des grands médias qui se sont mis à faire des choses vraiment intéressantes, par exemple, un média comme Libération qui avait titré une une où il disait qu'il ne serait pas prêt à faire autre chose que du média, finalement ils se sont lancés plein de choses innovantes. Je crois que maintenant il y a même un incubateur de start-up chez Libération. Et je prends par exemple Libération, mais je pourrais prendre aussi un autre média qui serait plutôt de droite ou centriste ou que sais-je. Et à l'inverse, il y a aussi des grands médias qui se sont mis à continuer à faire n'importe quoi, qui sont complètement appauvris. Par exemple, je ne vais pas les citer, mais voilà, vous avez tous des médias où vous vous dites, maintenant, c'est plus que des articles courts, c'est plus que des titres un petit peu putaclic pour vous faire cliquer. À la fin des articles, c'est plus que des pubs pour vous faire dépenser l'argent sur des arnaques au Forex ou pour des trucs pour faire repousser les cheveux. Il y en a plein qui sont aussi totalement partis en cacahuète. Et côté blog, c'est pareil. Il y a des gens qui sont partis en cacahuète et il y a des gens qui sont mis à faire des choses géniales. Les blogs, ils ont vachement muté. Par exemple, même au sein de modèles économiques différents, dans le cas de la mode, il y a des sites comme un camion qui se sont mis à prendre un modèle économique qui était pas le même que le nôtre. Nous, on est devenu une marque. Eux, c'est resté un média qui vit de la publicité. Mais pour autant, ils ont quand même su faire un travail de curation, de qualité de photographie, de qualité éditoriale, qui fait qu'aujourd'hui, ils ont un vrai rôle, ils ont une vraie place. Et Bonne Gueule aussi. Mais c'est vrai qu'il y a quand même eu une vraie sélection naturelle. Parce que l'époque dont je vous parle, c'est-à-dire il y a 10-12 ans, des blogs de mode notoires, il y en avait beaucoup plus. On était bien 7, 8, 9 à avoir vraiment un trafic, un public. Aujourd'hui, concrètement, il y a Bonne Gueule et Comme un camion. Et puis après, il y a plein de blogs qui peinent aujourd'hui à continuer à faire de la croissance. La plupart en perdent. Et c'est pareil aussi au niveau des magazines. GQ, par exemple, ils ont licencié la moitié de leur staff et ils ont perdu une très grosse partie de leur tirage. Parce que simplement, eux-mêmes, là où ils ont été novateurs à certains moments, ils n'ont pas su garder le lead. Et aujourd'hui, ce qu'ils font sur Internet, par exemple, c'est plus tellement de la mode, c'est essentiellement des articles qui vont parler de high-tech, de politique, ou simplement faire le relais de telle série télé. Donc vous l'avez compris, il y a eu plusieurs phases sur ce qu'on disait des blogs. Il y a eu un peu la phase de la découverte où on regardait ça avec suspicion. Il y a eu la phase où on a trouvé ça trop cool. Et il y a eu la phase où finalement, il y a un principe de réalité qui s'est installé et où on s'est dit, finalement, il y a tout qui existe. Et si je reviens aux marques digitales, il y a eu cette phase où on se disait, pour exister aujourd'hui sur Internet, faut faire une marketplace, ou bien pour exister en tant que marque, faut faire des produits super bizarres.
Et puis finalement, les gens, ils ont compris que il y avait des acteurs qui pouvaient bien comprendre leurs consommateurs, faire des belles choses, arriver à être plus efficients, faire des marges réduites, mais tout en investissant suffisamment quand même dans les coûts fixes pour que les produits ils soient vraiment chiadés et bien développés. Et il y a une sorte de cool en fait qui s'est développé autour de ça. Et aujourd'hui, on est vraiment dans le cool et je trouve qu'on arrive un peu dans des excès. Alors que pour moi, il y a un certain nombre de mensonges qui commencent à arriver de la part de certaines DNVB. Encore une fois, je ne veux pas mettre tout le monde dans un même sac. Des mensonges qui parfois sont relayés par la presse parce qu'elle n'a pas forcément la culture entrepreneuriale et les réflexes économiques pour trier le bon grain de livret. Et c'est ces mensonges, je vais les évoquer aujourd'hui avec vous, tout en finissant à la fin aussi sur une note positive, parce qu'il y a aussi beaucoup de belles pratiques qu'il faut souligner chez les marques digitales. Premier mensonge, le mensonge du direct to consumer. Direct to consumer, ça veut dire directement au consommateur. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre la marque et les gens qui achètent ses vêtements. Un intermédiaire, en général, c'est un magasin multimarque. Ça peut être une petite boutique de région qui vend plusieurs marques. Ça peut être un grand magasin. Ça peut être une marketplace aussi, comme La Redoute, Asos, Zalando, etc. Et en fait, ce direct-to-consumer, c'est un mensonge parce que de plus en plus, les marques se sont mis à utiliser le mot direct-to-consumer comme si ça voulait dire bon rapport qualité-prix. Alors qu'en fait, direct-to-consumer, c'est pas forcément une règle qui fait que automatiquement le produit va être au bon prix, comme si par magie, on supprimait un distributeur et puis toute la marge, on pouvait l'investir en qualité. En réalité, des marques direct-to-consumer, il y en a toujours eu, et elles ne sont pas forcément mises à faire des bons produits. Je peux citer dans le bas de gamme des marques fast fashion, comme Zara, H&M, etc. Je peux citer dans le supposément haut de gamme des marques de faux luxe, comme par exemple les SMCP, les Couples, Sandromache, Claudie Pierlot, etc. Et à l'inverse, il y a aussi des marques qui font de la distribution en multimarque, qui peuvent produire des produits d'excellente qualité. Par exemple, moi il y a une marque que j'aime bien qui s'appelle Hartford. Et c'est pas parce qu'ils font en partie du direct-to-consumer et en partie aussi plein de multimarques à l'étranger et en France que le niveau de qualité y baisse, au contraire. Et là où en fait c'est un mensonge, c'est que l'histoire qu'on vous raconte, elle est incomplète. Quand on vous dit direct-to-consumer, on vous dit on supprime l'intermédiaire et comme par magie, on récupère cet argent pour faire de la qualité. Mais en vrai, l'intermédiaire, s'il existe, c'est qu'il a un rôle, c'est qu'il a des coûts, c'est qu'il a des dépenses. Et c'est pas d'un coup de l'argent qui se libère et on peut faire des choses avec. Je vous explique, par exemple, quand vous vendez un produit 100 € à un magasin multimarque, qui lui va le revendre en général entre 250 et 300. Il faut multiplier en général par 2,5 ou 3. Et si le multimarque, il demande de faire un x3, et si la marque, elle accepte qu'il le fasse plutôt que de prendre la distribution en direct, c'est parce qu'il y a une raison. C'est parce qu'il fait un travail, ce distributeur. Il fait un travail de trouver des consommateurs, il fait un travail d'avoir soit des coûts logistiques en e-commerce, soit des coûts de boutique s'il fait de la distribution physique. Il fait un travail aussi de communication pour exister. Il a du staff aussi, soit pour expliquer le produit, soit pour mettre les vêtements dans les cartons et pour répondre au service expérience client. Donc, in fine, quand on coupe le distributeur, on ne devient pas soudainement super efficient et on ne casse pas nos marges par deux. Ce qui passe simplement, c'est que les coûts que supportait le distributeur et on le payait pour les assumer, aujourd'hui ils reviennent sur la marque. Au final, direct consumer, ça veut juste rien dire. C'est juste un état de fait, mais on ne peut pas y associer des notions de rapport qualité-prix. Et je le dis quand bien même Bonne Gueule fait uniquement du direct-to-consumer, donc je suis vraiment pas jugé parti là-dessus. Et au passage, ça me fait quand même bien rire que certaines marques qui disaient à l'époque nous on fait du direct-to-consumer et là avec la petite infographie qui va bien, subitement il y a du bon rapport qualité-prix, se mettent elles-mêmes à faire de la distribution par des multimarques et des grands magasins. Je pense par exemple à Maison Standard, par exemple, ce qui ne veut pas dire qu'ils font pas des bons produits, mais bon, le discours en soi, il n'est pas très clair. Deuxième mensonge, le mensonge des marges. Maintenant, je vois de plus en plus de marques qui, nous aussi dans la foulée un peu de ce qu'on a fait il y a 3-4 ans, donnent leurs multiples de marge. Et en fait, il y a certains consommateurs qui se laissent un peu prendre au jeu et qui se disent plus le multiple de marge il est faible, plus j'ai l'assurance d'avoir un produit avec un bon rapport qualité-prix. Et ça, c'est faux en fait pour plusieurs raisons également. La première, c'est que déjà, elles donnent toutes un petit peu les multiples de marge qui les arrangent. Il y en a une qui va dire x2, il y en a une qui va dire x3, mais x3 par rapport à quoi? Est-ce que ça comprend la TVA? Est-ce que c'est une différence entre le prix de vente TTC et le prix d'achat hors taxe de ces produits? Parce que déjà, rien que ça fait une différence de 20%. Et la TVA, elle ne revient pas à la marque, elle revient à l'État, c'est de la collecte d'impôts.
Euh, Ensuite, ça part souvent du principe que tous les produits ont la même marge. Eh ben, chez Bungle, pour faire des chaussures, des manteaux, des chemises et des jeans, pour avoir un vestiaire complet, on est bien placé pour savoir que des marges, c'est souvent assez hétérogène. Ça dépend du prix des matières premières, ça dépend du niveau de qualité qu'on met aussi dans un vêtement. Et in fine, au sein de notre collection, on a des marges qui vont aller de 2 à 3,5. Et le paradoxe en plus, c'est que c'est souvent les produits où on marge le moins que les gens ont l'impression qu'on marge le plus. On a parfois des situations où on se dit, tiens, on veut faire un sweatshirt en matière japonaise avec ça, ça et ça, et puis faire tous les traitements pour être sûr que le molleton ne rétrécisse pas. Et à la fin, le producteur, il nous dit, bon, ben, le vêtement, il sort à 80 euros hors taxe, entre le prix matière et le prix de façon. Et nous, au final, on ne veut pas le vendre à 160 euros en faisant un x2. Et donc, du coup, on se retrouve à faire genre un x1,8, on le sort à un truc comme 140, et on gagne quasiment pas de sous, alors que les gens, ils ont l'impression qu'on s'est goinfré parce que 160 euros pour un sweatshirt, c'est cher pour plein de monde. Et à l'inverse, il y a certains produits qu'on fait depuis très longtemps, sur lesquels on est devenu très compétitif, et on arrive à, par exemple, avoir des manteaux en dessous de 400 euros, alors que c'est des draps d'entreprise du patrimoine vivant, avec des draps pure laine qui viennent de la région du Tarn, le tout fabriqué en Europe. Et bien là-dessus, on va réussir à avoir des marges plus importantes parce qu'on les aura travaillées à force. Et puis enfin, une marge, c'est uniquement la différence en fait entre un prix d'achat et un prix de vente. Mais la valeur du produit, elle n'est pas seulement liée au prix d'achat. Parce qu'au final, si la marque, elle choisit de vous faire supporter les frais de port, si elle choisit d'investir moins en développement produit et en contrôle qualité, et bien certes, la marge, d'un point de vue comptable, la communication qu'elle vous donne, ben la marge, elle va baisser. Mais en réalité, vous allez avoir un produit qui risque d'avoir plus de problèmes. Vous risquez de devoir engager des dépenses le jour où vous en aurez un. La marque, si ça se trouve, elle en a même rien à faire, elle n'a pas de logique de fidélisation client, donc si ça se trouve, elle a même une politique client qui est pas bonne du tout. Tout ça pour un moment arriver à communiquer sur un x2,5 ou un x3 au niveau de ses marges. Donc in fine, c'est pas du tout un sujet. Et moi, aujourd'hui, de plus en plus, les marques que je consomme en dehors de Bungle, ça va être souvent des marques assez historiques. Par exemple, de temps en temps, chez Ralph Lauren, je trouve des trucs qui sont assez charmés. Et je me doute que les mecs, ils font des marges à x4, x5. Mais le produit, il est tellement éprouvé. Et il y a aussi un travail de création qui ne rentre pas dans une marge. Qu'au final, je suis comme heureux de temps en temps de dépenser, je sais pas moi, un pull en style Fair Isle, en laine vierge écossaise, chez un gros acteur du secteur. Je me dis pas, je suis en train de surpayer, parce que c'est pas vrai. Troisième mensonge, le mensonge de la communauté. Il y a beaucoup de marques qui se lancent souvent, et leur première année, elles décrètent déjà qu'elles sont communautaires. Mais pour moi, il ne faut pas confondre une communauté de gens qui vous soutiennent, vous encouragent, vous font des analyses détaillées dans des commentaires ou dans des mails qu'elles vous écrivent pour vous dire qu'est-ce qui compte pour elles et comment vous pouvez encore aller plus loin pour les servir. Et puis à côté de ça, le compteur que vous avez sur YouTube ou sur Facebook. Parce que l'un, c'est uniquement un chiffre qu'on peut en plus faire gonfler artificiellement en faisant de la publicité sur des influenceurs ou alors en achetant carrément des likes. Ça se fait, il y a des services internet qui payent des particuliers, en général dans des pays en voie de développement, quelques centimes pour gérer leur compte Facebook. Et en fait, le droit de gestion qu'elles ont, elles le monétisent auprès de marques qui vont finalement payer, je sais pas moi, 100 euros pour avoir 3000 likes supplémentaires. Moi, je pense qu'il y a une vraie différence entre un nombre, un chiffre qui n'est que ça, qui n'est qu'une statistique, et puis de l'autre des vrais gens. Et je pense que le vrai moment où une marque a une communauté, c'est quand elle peut se dire que si elle disparaissait ou si elle était en risque demain, les gens ils se battraient vraiment pour l'aider à résister, pour parler autour d'elle. Et aujourd'hui, quand 30 à 40% des nouveaux clients de Bungle nous sont apportés finalement par nos ambassadeurs, vous, nos lecteurs, nos clients, nos abonnés qui parlaient de Bungle autour de vous, je pense que c'est plutôt ça le vrai signal qu'une marque est une communauté. Mais c'est vrai que pour beaucoup de marques DNVB, beaucoup de marques digitales, le fait de se targuer d'avoir une communauté, c'est une manière de rassurer les gens. Parce qu'on se dit tous que si une marque ou une personne a du succès ou plein d'amis, c'est qu'elle est bien. Et le fait de dire on a une communauté, c'est une manière de se dire plein de gens l'aiment et donc elle est top. Mais en vrai, c'est pas forcément très vrai que plein de gens l'aiment. Quatrième mensonge, le mensonge de l'innovation. Beaucoup de DNVB vont dire non, on a un modèle totalement innovant, de direct to consumer, etc. Mais
Ça fait quand même 10 ans qu'elles existent, les marques digitales, hein. Bonne Gueule, le slip français, Gemio, etc. Teddy Bear, pour citer que les marques françaises, mais il y en a certaines aux USA qui sont encore plus anciennes. Ben, c'est plus du tout un truc innovant, hein. Aujourd'hui, être une marque digitale, c'est simplement aller dans le sens du vent et faire ce que tout le monde fait en se lançant en 2020. Donc attention à la fausse approche d'innovation. Pour moi, une vraie innovation, c'est une marque qui va vraiment travailler fondamentalement sur ses valeurs, sur ce qui la rend unique. Elle va aussi faire ses propres développements produits, pas simplement aller voir un atelier de fabrication qui bosse déjà avec 50 autres marques, et puis utiliser les mêmes tissus que cet atelier a présélectionnés, utiliser les mêmes formes et les mêmes patrons de vêtements juste en adaptant le tissu ou en changeant un peu la forme d'une poche, pour ensuite dire, bah voilà, on a fait tel vêtement parfait, tel truc ultime, voilà de l'innovation, messieurs, dames. C'est pas comme ça que ça marche, c'est pas ça de l'innovation, quoi. La vraie innovation, si vous enleviez la marque, celle qui vous étonnerait vraiment. Et la vraie innovation, si ça ne vient pas du produit, elle doit venir d'une vraie approche, d'un vrai contact qui est créé avec les clients ou d'un vrai service additionnel. Et moi, j'aimerais bien qu'il y ait aujourd'hui plus d'acteurs qui amènent de l'innovation, notamment sur le marché de la mode, parce que ça nous ferait du bien, ça ferait plus d'idées à partager, et à la fin, le consommateur, il en ressortirait gagnant. Mais trop souvent, c'est juste une 10e marque de chemise qui va simplement dire, regardez, le 9e, il faisait des marges à fois 2,1, moi je fais des marges à 2,05. Ok, pendant combien de temps et est-ce que c'est vrai? Et pour revenir un petit peu à ce que j'appelle moi de la vraie innovation, c'est par exemple si je prends le cas de Bonne Gueule, le fait, il y a 12 ans, d'avoir une relation avec des consommateurs qui était vue presque comme anormale. Le fait par exemple de vous parler de plein de marques, quand bien même nous on avait nos vêtements. Ou bien le fait de vous donner tous les détails qui vous permettaient de comprendre la construction d'un vêtement et la construction d'un prix, là où à l'époque c'était quelque chose de tabou chez les marques. Et quand nous, au tout début du blog et de la marque, on se faisait notre propre culture et qu'on allait vers d'autres marques et qu'on demandait aux vendeurs pourquoi est-ce qu'une chemise vaut 60 et pourquoi est-ce qu'une autre vaut 120, on se faisait presque snober. Et puis finalement, quand on s'est mis à prendre toutes ces infos et à créer en fait une sorte de mode marketing où on explique en 1500 mots à chaque fois tous les aspects du produit, avec plein de photos, comment on le porte, les détails du grammage, de la toile de jean, etc. Ça, c'était la vraie innovation, surtout que tout le monde disait qu'on faisait fausse route et que le consommateur, il n'en avait rien à faire. Et maintenant, une bonne part de ces choses sont devenues des standards, parce qu'il y a 10 ans qui se sont écoulés, mais on continue là aussi à le faire. Par exemple, dans nos boutiques, on peut prendre un rendez-vous gratuit où pendant 1 heure, on peut venir avec des vêtements d'autres marques. Et puis nous, on va expliquer aux gens qu'est-ce qui est à leur taille, qu'est-ce qui l'est pas, qu'est-ce qui se combine ensemble, en disant du bien des marques, parce que la plupart du temps, on dit du bien du marque. Il y a plein de gens qui font des choses géniales. Et derrière, quand nous, par exemple, on n'a pas le produit que le consommateur souhaite, on va le pousser vers une autre boutique du quartier. Et ça aussi, c'est l'innovation dans les pratiques, c'est le fait de se dire, voilà, on défriche un nouveau territoire, on ose. Et on en est même aujourd'hui à développer, par exemple, des outils informatiques maison qui vont faire pas mal de choses que vous découvrirez pendant l'année et aussi en 2021. Ou bien, par exemple, dans nos boutiques, à développer tout un prototype de table avec plein de tiroirs. C'est une sorte de meuble spécial. Et ça va nous permettre de faire de la pédagogie en vous faisant toucher et découvrir les mains de différents tissus et de comparer des tissus de bas de gamme, des tissus milieu de gamme, des tissus haut de gamme, ou différentes matières entre elles, afin vraiment de vous éduquer et de vous armer en tant que consommateur et en tant que citoyen de demain. Et pour moi, c'est ça l'innovation. C'est pas simplement se dire, on va faire des chemises et on va prendre le modèle économique en vogue de demain pour tartiner 4 lettres DNVB partout, quoi. 5e mensonge, le mensonge du marketing produit. Parce que toutes ces pratiques aussi qui se sont installées sur l'explication très détaillée du produit, ça a permis aussi à certains de créer des effets de manche. Par exemple, je vois certaines marques qui disent bijoux de qualité, plaqué or 14 microns. Mais en fait, le fait que ce soit 14 microns, ils le présentent comme une grosse épaisseur d'or sur le plaqué or, mais en vrai, c'est le minimum syndical, légal, pour qu'une marque ait le droit d'appeler ça du plaqué or. Donc souvent, un chiffre va être présenté comme un avantage, alors qu'en fait, c'est le minimum syndical de la marque. J'ai aussi vu d'autres marques dire, voilà, notre cuir, il est éthique parce qu'il obéit au standard REACH. Mais en vrai, REACH, c'est pas un standard éthique, mais le consommateur, ça, il le sait pas, donc du coup, il gobe un peu le message. En vrai, REACH, c'est simplement le minimum légal
pour qu'un produit puisse être importé et vendu en Union européenne. REACH, en réalité, c'est une liste de produits toxiques interdits. Il n'y a pas de quoi se glorifier de ne pas utiliser des produits toxiques dans un produit qu'on vend. Et c'est pas pour autant qu'il n'y a pas d'autres produits toxiques, mais autorisés. Donc il faut faire vraiment attention aujourd'hui à cette espèce de marketing, du chiffre, de la marque, du petit label. Il y a vraiment du recul à prendre en tant que consommateur pour faire les bons choix. Sixième et avant-dernier mensonge, c'est le mensonge de la communication. Nous, on a vu aussi beaucoup de DNVB, parfois avoir cette espèce de technique de l'arbre qui cache la forêt. Elles vont par exemple s'emparer d'une cause, mais en fait, derrière, on se rend compte qu'il y a des pratiques très discutables. Par exemple, on a vu une certaine marque féminine dire c'est génial, on devient RSE, on fait venir nos jeans du Portugal, non plus en avion, mais en camion. C'est juste absurde. La marque, elle ne l'a pas fait pour changer le bilan carbone. Elle l'a simplement fait parce qu'au niveau des coûts, c'est impossible et c'est absurde de faire parcourir 600 km un produit en avion alors qu'il pourrait le faire en camion, quoi. Autre exemple avec cette même marque, par exemple, elle a dit on supprime les blisters. Donc ce sont les fameux plastiques que vous avez quand vous recevez votre colis, le vêtement souvent est dans un blister. Ce blister aujourd'hui, on peut de plus en plus le faire dans des matières recyclées. Il commence à y avoir quelques matières compostables aussi qui existent, mais c'est pas encore très au point parce que ça peut aussi se dégrader sur le lieu de stockage. En général, ça prend 2-3 mois avant que le blister ça se transforme en paillettes d'amidon de maïs. Mais nous, ce qu'on a vu par exemple, c'est cette marque qui dit il n'y a pas de blister. Mais en réalité, il y a un blister. C'est simplement qu'elle a demandé à son logisticien de l'enlever avant d'envoyer le produit. Et au final, c'est pas du tout éthique, c'est l'inverse. Parce que, un, c'est un mensonge. Et deux, le blister, il a une utilité. Il est là pour que le produit ne s'abîme pas, il ne se dégrade pas, qu'il ne prenne pas l'humidité si à un moment le colis est posé dans une flaque par le transporteur. Et in fine, si elle fait ça sur 5000 produits en automne, il risque d'y en avoir 3-4 qui vont être dégradés parce que le blister il aura été enlevé trop tôt. Et au final, c'est 5 produits qui ont été produits avec des ressources et gâchés. Et donc au final, c'est totalement anti-écologique. Et attention, ça ne veut pas dire que je critique ce qui est écologique. Chez Bonne Gueule, on essaie vraiment de faire le max partout. On fait tout en Europe. On a des matières qui viennent uniquement d'Union européenne et du Japon, Suisse, USA. On est tout en énergie verte. On bosse avec des entreprises du patrimoine vivant. On audite nos fournisseurs. On leur fait valider des chartes de qualité, des chartes éthiques, des chartes sociales. On est dans l'hyper-transparence. Moi, ça m'arrive souvent de donner mon salaire ou telle marge ou toute donnée qu'on me demande. Là, on va même bientôt publier notre compte de résultats. J'aimerais bien voir plus de marques qui se disent transparentes publier leur compte de résultats. C'est une obligation légale, hein, mais qui est loin d'être une norme chez les marques transparentes. Donc voilà, c'est des choses qui sont importantes, mais je trouve que le fait qu'il y ait de plus en plus de marques digitales qui s'affranchissent du fait de faire le travail à fond et qui surcommuniquent sur un petit point qu'elles traitent correctement, et bien à la fin, moi ça me gêne un peu d'être associé à ça et de me dire que si un jour le consommateur se met à en avoir marre de toute cette communication de marque digitale, et bien qu'ils nous mettent dans le même sac. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand bien même on est une marque digitale, quand même on est une DNVB, on était même les premiers encore une fois, hein, avec le slip français, Teddy Bear, Gemio par exemple. Et ben petit à petit, je préfère moi m'en affranchir et que les gens se disent pas Bonne Gueule c'est une marque digitale, mais qu'ils se disent plutôt Bonne Gueule c'est une marque que j'aime. Septième et dernier mensonge, celui de l'efficience économique. C'est aussi devenu une mode depuis quelques années d'expliquer son modèle économique. Et c'est très bien de le faire parce que ça permet d'armer le consommateur et de lui donner plus de recul. Mais attention, là aussi, à être réellement cohérent et à ne pas faire croire au consommateur que ce qui s'applique à une marque donnée s'applique à tout son marché. Par exemple, on a entendu des marques dire on ne fait pas de boutique parce que c'est pas assez rentable et qu'on préfère faire du e-commerce et que ça permet de réinjecter l'argent dans la qualité du produit. Mais là encore, ça ne s'applique pas à toutes les marques. Et chez Bonne Gueule, par exemple, nos boutiques, comme on a une capacité avec le média de faire venir beaucoup de gens dans nos boutiques, une fois qu'on arrive à financer les coûts fixes que sont le loyer et le salaire de nos conseillers de vente, et bien tout de suite, chaque produit qu'on vend, on n'a plus à supporter 6 euros de Colissimo, 6 euros de Colissimo retour qui est prépayé, 6 euros de Colissimo pour renvoyer une table, une taille. Mais non, pas table, taille. Et puis sans parler des coûts qui sont liés au fait de repackager et mettre au pressing le vêtement qui est renvoyé. Et puis tous les coûts de picking, c'est-à-dire le coût de l'opérateur logistique qui va devoir au final créer deux vêtements et puis les faire transiter. Et au final, chez nous, le e-commerce, c'est beaucoup moins rentable que les boutiques. Et encore heureux qu'on a des boutiques, c'est ça qui nous permet de grandir, d'avoir des économies d'échelle et en même temps d'être plus efficient. Donc il faut faire aussi vraiment attention à certaines idées reçues sur les modèles économiques.
Et si l'e-commerce était si rentable que ça, ben franchement, on verrait pas autant d'e-commerçants faire faillite. Bon, maintenant, je veux aussi passer dans quelque chose de plus positif. Mais vous l'aurez compris, ces différentes gimmicks, ces différentes modes qui s'installent dans la communication, dans le marketing et dans les pratiques, sans forcément faire totalement le travail, nous, ça nous fait vraiment de plus en plus peur. Et maintenant qu'il y a carrément une association qui regroupe les DNVB, sur lesquels j'ai pas forcément un avis par rapport à l'utilité, mais en tout cas, moi, le mot DNVB, ben, je préfère aujourd'hui le laisser de côté et de me dire que mon job, en tant que dirigeant avec Benoît de Bonne Gueule, c'est pas de créer la meilleure DNVB, c'est de créer l'entreprise dont les gens ont vraiment besoin. Pour autant, oui, Bonne Gueule est une DNVB. Nous sommes une marque digitale. On a même été consulté pour écrire la préface du livre DNVB, les surdoués du digital, qui sont le best-seller de la presse économique sur le sujet, écrit par Viviane Lisquet, une consultante qui a vraiment fait en plus un super bon boulot. Et on est même parmi les Français dans les précurseurs quoi, du sujet. Et pour autant, du coup, ben, autant j'aime pas trop certaines pratiques qui se développent aujourd'hui, autant je continue aussi de penser que c'est un modèle qui est vertueux pour différentes raisons. La première, c'est que, ben, effectivement, être une marque digitale, ça permet d'être beaucoup plus agile qu'une marque classique. Ça permet aussi de mieux communiquer, de toucher une audience plus large, d'avoir aussi la possibilité de communiquer de manière beaucoup plus franche, beaucoup plus directe, beaucoup plus profonde. Bon, voilà, je vous fais pas un dessin, vous connaissez le blog. Être une DNVB, c'est sûr que ça permet aussi de récupérer parfois des petits points de marge par-ci par-là selon quel niveau de verticalisation on a, combien de métiers on centralise en interne. Mais pour autant, le vrai intérêt de la verticalisation, c'est pas du tout de capter le maximum de marge. Le vrai intérêt, c'est d'avoir le contrôle sur toute la chaîne. Par exemple, si vous distribuez en direct aux consommateurs, ben vous allez aussi savoir quels sont les produits qu'ils aiment pour les produire. Ce qui ne serait pas le cas pour une marque qui interagirait via des distributeurs tiers comme des grands magasins. Ou à l'inverse, si on était seulement distributeur, ben on n'aurait pas la main sur les produits qu'on souhaite réellement proposer. Et même, on risquerait peut-être de se faire court-circuiter par d'un côté les marques qui se mettent à proposer leur propre distribution, donc à elles-mêmes verticaliser leur chaîne. Et à l'inverse, si on était uniquement une marque et pas un distributeur, on se retrouverait à peut-être avoir des distributeurs qui se mettraient à développer leur propre marque blanche. Donc le vrai intérêt, c'est un contrôle de la chaîne, un contrôle de l'expérience, le fait aussi d'être sûr que chaque client qui rentre dans une boutique, chaque client qui arrive sur le site internet ait une bonne expérience, parce que c'est pas quelque chose qu'on a délégué à des tiers. Et toute cette donnée aussi qu'on collecte de manière anonyme, bah, ça permet vraiment de savoir comment doit être le site, comment doivent être les vêtements, où sont nos clients demain si on décide d'ouvrir une boutique, est-ce qu'il faut le faire à Strasbourg ou à Toulouse, etc. C'est ça la vraie valeur de la verticalisation. Et puis enfin, il y a aussi un point important qui fait que les DNVB réussissent, c'est que comme elles ont ce mindset très digital, elles sont innovantes dans l'approche et elles ne se fixent pas des limites, quoi. Elles ne se disent pas je dois faire comme ci ou je dois faire comme ça. En fait, nous, on n'est pas vraiment devenu une DNVB en se disant tiens, il y a un modèle, il faut qu'on le réplique. C'est pas du tout comme ça. À la base, on était un blog. Et puis en fait, comme on venait pas de la mode, on s'est jamais dit qu'il faut faire des soldes, on s'est jamais dit qu'il faut avoir des distributeurs, on s'est jamais dit qu'un vêtement, il doit être comme ci ou comme ça. On s'est simplement dit qu'est-ce que nous, on ressent en tant que consommateur et qu'est-ce que les gens nous renvoient. Et du coup, du blog, on a petit à petit créé la marque de vêtements, et puis ensuite les boutiques, et puis ensuite tel service. Et puis au final, on a créé un truc, et 5-6 ans plus tard, les gens, ils ont appelé ça un DNVB, mais ils l'auraient pu appeler autrement. Et je pense que c'est plutôt ça la bonne approche, et c'est pour ça qu'au final, notre modèle fonctionne particulièrement. C'est parce que c'est venu de manière organique. C'est pas un truc qu'on a copié, c'est un truc qui a été spontanément généré, et qu'on a appris à bosser, à modeler pendant 12 ans. Et en fait, on continue encore beaucoup à apprendre parce que c'est vrai que le modèle en soi, il est génial, mais pas pour le nom qu'on lui donne. Parce que, en tout cas, il est adapté à nous, notre profil de société et nos valeurs d'entrepreneur. Et je vais vous dire un truc de plus. C'est hyper important que les DNVB d'aujourd'hui cessent d'être des DNVB. Parce que tous les 5 ans, il y a un modèle économique dominant. Et en fait, si on reste dans une seule voie, on se met des œillères et on arrête d'évoluer. Et au final, nous, notre objectif, c'est plus d'être une DNVB. C'est simplement de continuer à innover dans un modèle et de le mélanger par exemple avec des approches médias ou des approches expérientielles en boutique. Parce qu'en fait, si on reste uniquement une DNVB, il va se passer deux choses. La première, c'est qu'il y a de plus en plus de DNVB. Donc à la fin, il y aura une concurrence exacerbée, c'est déjà le cas dans certains matelas, dans certains secteurs. Par exemple, le matelas. Le matelas, c'est un bain de sang. Aujourd'hui, vous avez Teddy Bear et vous avez au moins 6-7 autres marques qui se sont mises derrière, dont même Casper, la DNVB historique américaine.
Le truc, c'est que, in fine, s'il y a trop de concurrence, eh ben, elles vont tous se mettre à cibler les mêmes clients. Ça va leur coûter de plus en plus cher parce que, par exemple, les pubs Facebook, c'est une sorte d'enchère, hein. Plus vous mettez d'argent, plus vous avez de visibilité. Mais si quelqu'un en met à côté de vous, Facebook va juste donner la moitié des clics aux deux, mais en prenant l'argent de tout le monde. Ce qui va se passer aussi, c'est que ces DNVB, elles vivent aussi dans un contexte où le consommateur il développe une certaine lassitude au modèle. Ça permet plus forcément de continuer à l'étonner. Donc il faut arrêter d'être une DNVB parce qu'il y a des vrais risques qui pèsent sur le modèle. Et des gens comme Slip Français, Gemio, etc., ils le connaissent depuis longtemps, ce modèle. Et donc du coup, les risques, ils les anticipent déjà. Ils sont déjà en train de les contrecarrer. Ils ont déjà leur plan, leur stratégie. Mais des gens qui lanceraient aujourd'hui une marque digitale un peu from scratch, avec le modèle parfait, idéal, comme il est décrit dans, par exemple, les livres comme Les Surdoués du digital, ils vont se retrouver à avoir des œillères et en fait, ils verront pas le vent venir. Parce qu'ils justement, ils seront pas dans l'innovation. Ils auront l'impression de l'être, mais en fait, ils seront juste dans le sens du vent, quoi. Et enfin, il y a un autre truc qui est vraiment très menaçant si vous êtes une petite marque digitale. C'est les grands acteurs qui s'adaptent. Comme je le disais au début, à l'époque des blogs, les médias, à un moment, ils se sont mis à comprendre, ils se sont mis à réagir. Pas tous, mais il y en a quand même plein qui étaient très intelligents et qui avaient aussi suffisamment de ressources financières pour arriver à pivoter. Et dans les DNVB, c'est pareil. Aujourd'hui, vous avez toutes les marques anciennes qui commencent à avoir des belles pratiques digitales et parfois, il y a des comebacks qui sont monstrueux. Par exemple, ce que fait la marque Pyrenex, qui a été racheté pour ensuite être repivoté sur un modèle beaucoup plus communautaire, beaucoup plus digital et beaucoup plus expérientiel dans les boutiques, avec totalement une refonte du produit. C'est extraordinaire. Et puis d'autres marques, parfois iconiques, comme par exemple Weston, autant aujourd'hui c'est un petit peu mou et l'offre elle mériterait plus de peps, mais si ça se trouve dans 5 ans, pareil, avec les moyens qu'ils ont et l'intelligence des gens derrière, si ça se trouve, c'est eux qui vont damer le pion à nombre de DNVB qui font aujourd'hui de la chaussure en se targuant d'être innovants. Et ce qui va se passer, c'est une sorte de sélection naturelle. C'est comme à l'époque des dinosaures. Ce qui s'est passé, c'est que la météorite, elle est tombée, et au final, c'est pas forcément les reptiles qui ont gagné ou les mammifères qui ont gagné, parce qu'aujourd'hui, il y a toujours des reptiles qui arrivent à s'en sortir, et il y a aussi plein de mammifères qui ont été éradiqués par la météorite. Et la météorite qui est en ce moment en train de tomber, mais big time, sur les marchés de consommation, que ce soit en France, aux USA, en Angleterre, etc., ça touche tout le monde. Ça touche à la fois des acteurs historiques, il y en a encore plein qui sont en train de faire faillite. Là, je viens de voir encore, par exemple, la chaîne de vêtements de mariage Pronovias qui vient d'être mise en liquidation. Mais cette année, il y en a eu des tonnes, hein. Le marché, il perd 3% chaque année. Ça veut dire que chaque année, il y a à peu près 3% des boîtes qui disparaissent. Et à l'inverse, sur les DNVB, il y en a aussi qui commencent à disparaître ou qui sont à deux doigts de jeter l'éponge. Je ne veux pas mentionner lesquels parce que je ne veux pas les déstabiliser par rapport à des repreneurs éventuels ou autres, ou à leur clientèle, mais je peux vous dire que ça va arriver. Quand la météorite va s'écraser, les conditions qui assureront la survie d'une marque, elles seront les mêmes, quel que soit le type d'acteur, DNVB comme acteur historique. Ce sera le fait d'avoir une vraie relation avec le consommateur, de baser l'acte d'achat, non pas sur le fait de faire une promo à gauche, ou d'offrir un pack de chaussettes supplémentaires à droite, mais le fait de réellement donner envie à la personne par rapport à des valeurs, par rapport à une qualité, par rapport à une vraie transparence. Et je ne parle pas d'un bullshit du genre notre objectif 2020, c'est de ne pas faire de marge cette année. Oui, petite parenthèse, mais j'ai même lu ça sur un email d'une marque. Elle disait notre objectif, c'est de ne pas faire de marge. Comme dirait Liam Neeson, j'ai envie de dire bonne chance, parce que si on a une marque qui ne fait pas de marge nette, c'est pas de salaire payé, c'est pas de coûts fixes payés. C'est pas de facture d'électricité, pas de locaux. Alors peut-être qu'elle parlait de résultats nets, mais à ce moment-là, je lui conseille pas non plus de grandir, parce que ça voudrait dire qu'elle serait pas capable de renouveler ses systèmes ou d'assurer sa croissance. Enfin bref, une marque qui ne fait pas de marge, ça s'appelle simplement un mensonge et une absurdité. Les autres facteurs importants qui permettront aux marques de survivre seront aussi le fait d'être unique. À un moment, ça sert à rien de tous reprendre l'esthétique d'Apple en termes de shooting des produits sur un fond blanc qui donne un peu un truc luxe. Non, moi je pense plutôt qu'il faut aller vers de l'aspérité. Si votre truc, par exemple, je sais pas moi, c'est une esthétique super 80s, rétro gaming, poussez ça à fond, jouez-en, mettez des néons bleus et roses partout. Enfin, on peut faire des trucs super marrants, on n'est pas obligé de tous se ressembler sur notre communication, notre univers de marque, nos produits. Faut qu'il y ait aussi une cohérence. Je pense qu'une marque aussi, elle doit pas avoir peur de déplaire à certains consommateurs.
parce que quand on a une approche tranchée au point de déplaire quelqu'un, ça veut aussi dire que les gens qui nous aiment, ils nous aimeront pour des vraies raisons, et voire même ils nous adoreront. Donc il faut aussi sortir dans ce truc de vouloir plaire à tout le monde ou de ne pas faire de vagues. C'est chouette d'être différent, c'est comme chez les gens. C'est ok de venir de plein d'ethnies différentes, d'avoir plein de préférences sexuelles différentes, d'avoir plein d'histoires différentes et de rêves. Et moi je pense que les marques, elles doivent être un peu plus comme ça. Et finalement, elles devraient être un peu plus humaines aussi. Vous l'aurez compris, dans les acteurs historiques comme dans les DNVB, se cache à la fois la fast fashion de demain dans ce qu'elle a de pire, se cache aussi le luxe hyper statutaire et orgueilleux dans ce qu'il a de pire, et puis aussi, dans les deux cas, les vraies marques qui vont sauver la mode. Donc là encore, la question que je posais au début, les marques digitales vont-elles vraiment sauver la mode? La réponse, elle est ni blanche ni noire, elle est toujours quelque part au milieu. L'important, c'est de se demander pour chaque marque si c'est le cas. Et pour finir sur une note positive, j'aimerais aussi vous donner, moi, les DNVB que j'adore. Alors, je vais en citer plusieurs dans différents secteurs. Moi, j'adore les valises de la marque Horizon, une marque allemande qui fait des valises avec des coques plastiques super solides et puis des roues qui roulent trop bien en fait avec des roulements à billes japonais et puis une batterie dans le manche de la valise. En France, sur les fleurs, j'adore Bergamote qui fait vraiment des bouquets super jolis et qui propose aussi en livraison carrément des plantes d'intérieur qui sont assez sympas avec les pots qui vont avec. Pour les meubles, bah, moi j'aime bien Made et AMPM. Made qui est une vraie DNVB, AMPM qui est une marque de la Redoute qu'il est devenu, comme quoi là aussi on a des acteurs historiques qui arrivent à repivoter sur des modèles de marques digitales, et ça je trouve aussi ça super chouette. Dans la mode, j'aime beaucoup 1083, fondé par Thomas Uriez. Je trouve que le projet de réindustrialisation il est absolument génial et que les valeurs et la cohérence entre le fondateur et sa marque forcent vraiment le respect. En plus, il arrive aussi à réutiliser petit à petit des vieilles machines pour développer une offre petit à petit un petit peu plus créative. Et je sais que dans les années qui viennent, il va y arriver et le projet est déjà assez extraordinaire. Vous l'avez compris, j'aime aussi beaucoup Gemio. Un petit coucou pour Pauline et Sharif, le duo, le couple fondateur. Donc Gemio qui fait de la bijouterie féminine et aussi un petit peu masculine. Que je conseille régulièrement autour de moi, et puis ça fait toujours plaisir de voir la bague de deux amis sur le doigt d'un autre ami qui est en train de se fiancer ou de se marier. Il y a aussi une entreprise dernièrement qui m'a beaucoup impressionné, il s'agit de Icicle, c'est une DNVB chinoise qui fait des vêtements plutôt luxe avec soit des matières d'origine animale qui sont patentées, donc au final un peu comme ce qu'on a fait nous sur le manteau en yak ou d'autres, la couleur du manteau c'est la vraie couleur de l'animal. Et dans le cadre des matières végétales et éthiques, comme par exemple du lin, elle va les teindre avec du café, des pelures d'avocat et des choses comme ça. Et je trouve qu'ils ont aussi un univers de marque et iconographique qui reprend souvent des coutumes tribales de par le monde, qui crée un mélange assez détonnant. Je sais que c'est un truc qui fait plus de 100 millions d'euros en Chine et qui arrive petit à petit en Europe. Et ouais, Icicle, moi, ça m'intrigue et ça m'impressionne beaucoup. Si vous êtes plutôt caleçon, évidemment, bon, il y a le slip français hein, qu'on ne mentionne plus. Et puis aussi, il y a une toute petite marque qui s'appelle Petron, qui va pas forcément faire du Made in France, qui a un autre propos qui va plus être sur le côté confort et rapport qualité-prix du caleçon. Et ouais, c'est assez intéressant aussi parce que je trouve qu'il y avait encore des manques à ce niveau-là. Et au final, c'est un bon complémentaire, je trouve, par rapport au slip français. Et si je devais finir par un de mes coups de cœur, qui est à la base une entreprise de mode féminine sur l'outdoor, mais qui fait aussi du masculin maintenant, c'est Outdoor Voices, qui est un des concurrents sérieux de Lululemon, donc deux DNVB qui sont en train d'arriver en France. Et Outdoor Voices, c'est vraiment super, c'est une marque qui a des valeurs géniales. J'adore leurs photos où on voit des femmes qui font du sport de tous les âges, de toutes les formes, de toutes les origines. Et le produit, il est vraiment top aussi, très élégant. Et une fondatrice super inspirante. Donc, beau petit exemple de réussite. Et une dernière sur la route, enfin non, même deux, je peux pas m'en empêcher. Deux marques de cosmétiques. L'une qui s'appelle Birchbox, qui à la base s'appelait Jollybox et qui est devenue aujourd'hui un distributeur de cosmétiques et qui produit aussi sa propre ligne. J'aime beaucoup le modèle de Birchbox. Et une autre qui s'appelle Oh My Cream, qui vient du modèle des boutiques expérientielles et qui, elle également, s'est mise à développer sa propre marque. Donc deux entreprises que je suis aussi de près et dont j'apprécie beaucoup les fondateurs en plus. Il est temps maintenant de vous dire au revoir. Peut-être que c'est une vidéo qui vous a un petit peu étonné, surpris, d'avoir une des premières marques digitales nées en France, aux côtés d'autres bien sûr,
qui au final se pose des questions sur les faiblesses et les travers aussi du modèle. Ça m'intéresse d'avoir votre avis sur la question. N'hésitez pas à poster des commentaires dans la vidéo si le sujet vous a surpris et si vous avez un avis différent, hein. Moi j'adore toujours vous répondre, d'ailleurs je le fais toujours dans chaque commentaire, c'est toujours mon engagement. Et puis enfin, n'hésitez pas à donner vous les marques digitales que vous aimez ou à nous dévoiler celles que vous n'aimez pas, les deux sont intéressants, et à chaque fois nous dire aussi pourquoi vous les aimez ou pas et quelles sont les pratiques que vous tolérez ou justement que vous trouvez un petit peu trop négatives. Je pense que ça va être un débat assez riche dans cette vidéo. J'attends vos remarques dans les commentaires et je vous dis comme d'habitude à très vite de l'autre côté.